toujours été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver à la présentation de cette émission Écho du Palais. Cet espace qui vous parle des questions liées aux droits de l'homme, des questions liées au judiciaire aussi. Mais aujourd'hui, nous allons aborder la question qui fait l'actualité, mesdames et messieurs. C'est cette question qui est liée à la condamnation des enfants dits Koulouna. Mais bien avant, nous vous informons que la loi portant protection de l'enfant, la loi congolaise portant protection de l'enfant, promulguée depuis le 9 janvier 2009, va totaliser ce vendredi 10 janvier 16 ans d'existence. Alors, quel est le bilan de cette loi portant protection de l'enfant? Est-il positif? Est-il négatif? Nous allons aborder cette question également au cours de cette émission. Et pour ce faire, nous avons reçu sur ce plateau, nous recevons sur ce plateau un activiste des droits de l'homme qui n'est tout autre que M. Emmanuel Bourama Kaloumé, qui est activiste des droits de l'homme. Il est formateur, il est également éducateur à la vie, mais responsable de l'ASBEL, Service Central Éducation à la vie. Bonjour, Monsieur Emmanuel. Bonjour, Madame Chantal. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également de m'avoir invité. C'était un plaisir d'être là. Et une très, très bonne année 2025 à vous. Alors, comme je l'ai annoncé, Monsieur Emmanuel Bourama Kaloumé, vous êtes formateur, vous êtes éducateur à la vie. Cette émission, cet espace est consacré aux questions des droits de l'homme, mais également des questions judiciaires. Mais aujourd'hui, nous allons rester sur les droits de l'homme. Et parlant de droits de l'homme, nous parlerons en premier de la loi portant protection de l'enfant. Je sais que vous évoluez dans ce secteur depuis une dizaine d'années. Eh bien, déjà ce vendredi de demain, le 10 janvier, la loi portant protection de l'enfant totalise 16 ans depuis qu'elle a été promulguée. En tant qu'éducateur, habitué dans ces secteurs d'éduquer les masses, d'éduquer essentiellement sur les questions des enfants, quelle lecture faites-vous de cette loi depuis qu'elle a été promulguée? A-t-elle des points positifs ou des points négatifs? Merci beaucoup, Madame, pour cette question. Et je commence d'abord par saluer la loi sur la protection de l'enfant congolais. C'est une loi qui a été, comme vous l'avez dit, promulguée en 2009. Et 16 ans après, tout ce que nous pouvons dire, c'est que la loi contient un certain nombre d'articles très, très bénéfiques pour l'enfant congolais. Cette loi contient des articles très bons qui, si une fois sont mis en pratique, peuvent vraiment aider l'enfant congolais à se développer harmonieusement, parce que cette loi vise à voir l'enfant congolais se développer dans toutes ses dimensions, du corps, du cœur et de l'esprit. Et la loi a mis en place un certain nombre de mécanismes qui doivent être mis en place pour qu'effectivement l'enfant congolais puisse bénéficier de tous ses droits et qu'il puisse grandir harmonieusement. Donc, du côté de la loi, je crois qu'il n'y a pas de choses à redire. Et c'est une bonne loi. Elle contient vraiment beaucoup d'éléments pour la protection de l'enfant. Mais le grand problème reste maintenant au niveau de l'application. Au niveau de l'application, ça pose vraiment problème parce que, comme vous venez de le dire tout à l'heure là, il y a des phénomènes qu'on trouve chez les enfants congolais qui, si c'était vraiment pris en amont, en charge, ces choses n'arriveraient pas. Et aujourd'hui, si on regarde les acteurs éducatifs, ceux qui ont la charge de l'enfant, parlons de la famille d'abord, l'école, l'église, la société, l'État en général, chacun a une responsabilité
par rapport au développement de l'enfant congolais, par rapport à la protection de l'enfant congolais. Alors, si on décortique tous ces différents acteurs, on verra que quelque part, beaucoup d'acteurs n'ont pas réalisé leurs tâches comme il se doit, et cela a eu un impact négatif sur les enfants congolais. Et aujourd'hui, on trouve des enfants Kuluna, les enfants discriminés, les enfants de la rue, les enfants avec une éducation plus ou moins tronquée, l'école avec l'éducation en baisse. Bref, on trouve que l'enfant congolais est dans une situation pas très très confortable, malgré qu'il y a une loi, effectivement, qui le protège. Est-ce à dire que la plus grande responsabilité revient à l'État? Bon, d'abord, la responsabilité première des enfants, ce sont les parents. Ce sont les parents qui doivent, quand ils s'engagent à la vie conjugale, cette vie conjugale, il y aura certainement des enfants. Et ces enfants doivent être bien éduqués, doivent être pris en charge. Parce que la grave responsabilité, c'est l'éducation des enfants. Ce que ces enfants vont devenir, on posera des questions aux parents. Alors les parents doivent d'abord être conscients que c'est une grave responsabilité d'avoir des enfants. Et quand on a des enfants, ce n'est pas les avoir seulement, il faut assurer leur éducation. Et leur éducation, ce n'est pas seulement l'école. L'éducation d'une personne, c'est l'éducation dans toutes ses dimensions. Il faut que sur le plan intellectuel, sur le plan affectif, sur le plan du corps, que cet enfant ait les outils nécessaires pour qu'il grandisse harmonieusement, qu'il devienne celui qu'il doit être. Alors, donc les premiers responsables, ce sont les parents. Parce que ce sont eux qui ont d'abord le devoir d'éduquer les enfants. Et pour ça, ils doivent s'assurer qu'ils ont les moyens nécessaires. Les moyens humains, et même si déjà il y a les moyens humains, ils doivent avoir une maturité. Ce sont des matures qui peuvent avoir des enfants. Mais aujourd'hui, certains parents évoquent le fait qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens financiers, comme si c'était l'objectif ou bien c'était le seul moyen déterminant sur la bonne éducation de leurs enfants et retournent la responsabilité à l'État qui ne prend pas en charge comme il se doit. Et donc, il justifie, en fait, en quelque sorte, c'est comme un aveu d'échec. Oui, c'est vrai, c'est très facile de renvoyer tout à l'État. L'État a sa responsabilité, nous allons y arriver. Mais la première responsabilité, c'est d'abord les parents. Et ce n'est pas une question de moyens financiers. Si vous regardez dans notre société, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants, des parents plus ou moins que nous appelons pauvres ou qui n'ont pas assez de moyens, qui sont bien éduqués, qui sont intelligents et qui sont très utiles à la société, pendant que les enfants, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui font du voyage, qui sont en Europe, qui étudient en Europe, pendant que leurs enfants sont des Kuluna ou ce sont des voyous. Et c'est quoi le secret? C'est pour dire que ce n'est pas l'argent qui va déterminer l'éducation de l'enfant. C'est vrai qu'on a besoin de moyens financiers pour aider l'enfant à aller de l'avant, mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut donner à l'enfant, même sans beaucoup de moyens financiers, avec le minimum, il y a moyen d'aider l'enfant. Et la première chose qu'il faut donner à l'enfant, c'est l'amour. Il faut que l'enfant se sente aimé. Quand l'enfant se sent aimé, quand l'enfant sent qu'on a confiance en lui, quand l'enfant se sent accompagné par des parents qui s'aiment, c'est quelque chose d'important pour cet enfant-là dans sa vie future. Mais au fait, c'est l'éducation qu'il faut prendre en charge. Les moyens financiers, on en a besoin, c'est vrai, il y a un minimum dont on a besoin, mais ce n'est pas l'essentiel pour bien éduquer l'enfant. La preuve, ce que nous pouvons voir dans la société, ce que je viens de dire là. Mais aussi, il y a l'école. L'école qui a aussi une responsabilité sur l'enfant. Quelle est l'éducation que l'on donne à un enfant? Aujourd'hui, on se plaint que les enfants finissent les humanités, ils parlent mal français, ils ne savent pas écrire, ils savent. Mais ces enfants sont passés dans les mains de nous, enseignants. Comment un enfant est arrivé en 6e sans connaître la géographie? Comment il est arrivé en 6e des humanités sans savoir parler, écrire français? Comment il est arrivé en 6e sans connaître l'histoire de son pays? Ça signifie que quelque part, nous n'avons pas fait notre travail. L'enseignement aujourd'hui, on enseigne pour avoir de l'argent, c'est devenu un boulot. Alors qu'hier, c'était une vocation. C'était quelque chose qui... On voulait que l'enfant devienne vraiment une personne.
l'enseignant s'est donné corps et âme pour voir cet enfant grandir en sagesse, en intelligence. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est le boulot. Et puis, c'est fini. C'est une grave responsabilité. Celui qui est victime de ça, c'est l'enfant. Encore. En famille, s'il n'est pas bien pris en charge. À l'école, s'il n'est pas pris en charge. À l'église aussi, nous avons des églises, il y a prolifération d'églises. On ne peut pas avoir un pays avec autant d'églises et avoir ce que nous vivons comme vie. Ça signifie que quelque part, il y a un mensonge quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que là où il y a des chrétiens, normalement, il devait avoir la bonne vie, le respect mutuel, l'amour mutuel, l'entraide, la solidarité, toutes ces choses-là. On devait travailler pour l'union. Bon, il y a un problème. Évidemment, il y a aussi l'État. Parce que même la loi de protection de l'enfant dit ceci. Quand les parents sont en difficulté, l'État doit prendre en charge, doit aider les parents financièrement, matériellement, pour que cet enfant puisse grandir. Parce que l'État doit savoir que l'État a besoin de bons citoyens. Et les bons citoyens viennent de bonnes familles. Il faut que les familles puissent avoir des moyens de bien éduquer les enfants pour que les citoyens viennent des gens sur qui le Congo peut compter demain. Alors l'État doit aussi vraiment mettre les moyens nécessaires pour que la famille soit debout, pour que les parents puissent avoir les moyens nécessaires, les allocations familiales importantes, pour que la prise en charge de l'enfant soit également bonne. Donc il y a aussi des responsabilités là-bas qui nécessitent que chaque acteur éducatif là où il est, qui soit sensible à l'enfant congolais, parce que c'est l'avenir. On est en train de dire que l'enfant c'est l'avenir du pays. Mais un enfant qui n'est pas bien pris en charge en famille, à l'école, à l'église, par la société, par l'État, quel est l'avenir de ce pays? Donc c'est des questions que nous pouvons nous poser et qui nous interpellent, nous tous, chacun là où il est, éducateurs, enseignants, formateurs, parents, nous sommes vraiment interpellés parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler des enfants Kuluna. Je suis sûr que ces enfants n'ont jamais voulu être des Kuluna. Ils auraient aussi voulu vivre comme de tous les autres enfants, bénéficier de l'amour, de l'encadrement de tout le monde. Ils auraient aussi souhaité ça. Nous allons aborder cette question très bientôt, M. Emmanuel, mais vous êtes éducateur à la vie. Y a-t-il une catégorie de personnes données que vous prenez en charge ou bien vous éduquez tout le monde? Et essentiellement, vous éduquez sur quoi? Ces questions que j'aurais pu vous poser bien avant, mais elle vient de me passer à l'esprit tout de suite, avant d'aborder la question du banditisme. Bon, en fait, l'éducation à la vie concerne toute personne humaine. Nous sommes heureux que même dans la loi, protection de l'enfant, je crois dans son article 24, il est dit que chaque enfant congolais a droit à l'éducation à la vie. Éduquer à la vie, c'est une éducation aux valeurs humaines. Ça signifie c'est donner à la personne des atouts, des outils nécessaires pour qu'il développe les compétences de vie, qu'il développe un certain nombre, parce qu'il faut que la personne soit en harmonie avec elle-même, en harmonie avec l'autre, parce que nous devons vivre avec l'autre, et vivre en harmonie avec son environnement. Alors l'éducation à la vie va aider justement la personne à être en harmonie avec elle-même, à s'aimer, à s'accepter, à être en harmonie avec l'autre, avoir des relations interpersonnelles de qualité, parce que c'est ça, la vie humaine, et être aussi en harmonie avec son environnement dans lequel on est. Et ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, ça peut être... Tout le monde a besoin d'éducation à la vie. Et comme on le dit, aujourd'hui, nous sommes heureux quand nous apprenons qu'aujourd'hui, on parle du changement de mentalité en République démocratique du Congo, parce qu'il faut que les mentalités changent. Il faut que les personnes changent pour que le Congo change. Apparemment, c'est devenu un slogan, juste un slogan creux. Non, un slogan creux qui n'a pas de contenu. Normalement, ça a un contenu. Parce que si on éduque aux valeurs humaines, alors le changement de mentalité aura un contenu. Si on éduque aux valeurs humaines... Ça veut dire que vous ne faites pas bien votre travail comme il se doit. Non, en fait, nous faisons ce que nous devons faire et toutes les personnes qui ont été en contact avec l'éducation à la vie ont effectivement changé d'attitude et de comportement. Parce qu'ils ont eu des outils qui leur ont permis de découvrir qui ils sont, de découvrir ce qu'ils doivent apporter à l'humanité, parce que chaque être humain est une mission. Chaque personne a quelque chose qu'il peut apporter à l'humanité. Mais il faut que la personne sache qu'elle ait une mission, sache ce qu'elle a,
connaisse ses forces et ses faiblesses pour effectivement être utile à elle-même et à la société. Mais avant ça, ce n'est pas possible. Si on ne connaît déjà pas qui on est, si on ne sait pas ses atouts, on ne connaît pas ses forces et ses faiblesses, si on est dans les illusions, comment on va changer de mentalité? On ne changera pas. Parce que c'est qu'on est dans une dynamique de faire comme l'autre, de devenir comme l'autre. Ce n'est pas ça l'éducation à la vie. L'éducation à la vie, c'est que tu deviennes celui que tu es et celui que tu dois être. Et ça, il faut des personnes pour vous accompagner, pour vous aider à découvrir cela, pour trouver le chemin de la vie. Emmanuel Baromé, nous prenons cette question relative au banditisme urbain, la criminalité décriée ça et là. Et pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on a abattu un journaliste, je crois à Lubumbashi, à coups de machette par les enfants d'Ikuluna. C'est un phénomène qui apparemment vraiment prend de l'ampleur et s'étend pratiquement sur toute la République. En tant que psychologue aussi, parce que vous avez aussi des formations dans ce sens-là, et en tant qu'éducateur de masse, éducateur à la vie, pensez-vous que les lois de la République, sous toutes leurs formes, suffisent pour pouvoir combattre ce fléau, ou bien il y a autre chose qui manque? Parce que à la lumière des choses, c'est comme si la situation est en train d'être débordée là. C'est comme si on est en train de tâtonner dans la prise des solutions. Quelle est votre analyse par rapport, lorsque vous regardez, vous pouvez apporter quoi comme solution dans la lutte contre le banditisme urbain? Bien, la question, elle est complexe. Hein? Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dedans. Mais ce n'est pas trop une question de loi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein? Les lois, nous avons des très très bonnes lois. Nous avons des choses intéressantes hein, pour que nous puissions nous occuper des enfants comme il se doit. Mais nous sommes le problème se pose au niveau de l'application de la loi. Et la vraie loi, c'est la loi de l'amour. La vraie loi de l'amour. C'est ça la vraie loi. Les lois peuvent être belles si elles n'ont pas comme soubassement l'amour. L'amour, ce seront des lois qui viendront pour mettre certaines personnes à l'aise et voilà, ce sera tout. Mais, comme je dis, hein, comme vous avez parlé du banditisme urbain, c'est quelque chose de déplorable. Franchement, c'est vraiment déplorable de voir ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. De voir ces jeunes gens qui devraient faire autre chose, qui devaient être à l'école, qui devaient être au travail, qui devaient être utiles à la nation. Une main-d'œuvre très importante. Une main-d'œuvre très importante. Hein, devenir des bandits, déranger la quiétude des citoyens, c'est vraiment déplorable. Mais moi, en même temps que ça me donne un sentiment de comment dirais-je, de tristesse ou quoi? De tristesse, mais aussi ça m'inspire pitié. Pitié dans la mesure où je vois des jeunes gens qui sont devenus ce qu'ils sont sans le vouloir. Ça veut dire, c'est des enfants. La société va vous balancer, va vous jeter des pierres lorsque vous dites ça. Oui, parce que nous devons être en face de nos responsabilités. Regarde, hein, je donne un petit exemple, hein, je crois que vous le savez. Vous savez qu'en Chine, quand un enfant Kuluna, un enfant sur la rue, qui fait des crimes et consorts, ce sont les parents qui sont interpellés. Ils paient des amendes, on peut me les arrêter. Parce qu'on va poser la question, comment votre enfant peut se retrouver sur la rue? Ça signifie que quelque part, vous n'avez pas fait votre boulot. Au fait, nous devons vraiment nous regarder hein, et nous dire la vérité en face. Ces enfants n'auraient jamais souhaité être des Kuluna. S'ils étaient bien encadrés en famille, s'ils étaient à l'école, s'ils avaient du boulot, ils ne seraient jamais Kuluna. Ils sont là parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire. Et pour survivre, ils doivent être des criminels. C'est dommage que ça arrive comme ça. Ça ne devait pas se faire comme ça. Personne ne peut être d'accord.
d'être dérangés par les Koulouna, de perdre. Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause de ces enfants-là. Ce qui n'est pas normal. Et ce qui doit être répréhensible, ça doit être puni. Mais ça doit être puni avec la loi de l'amour, en disant il faut sauver ces enfants. Parce qu'il faut les sauver. Regarde l'exemple que nous avons ici, un bel exemple du service national. Les bâtisseurs. Tu as vu ces enfants qu'on appelait hier Koulouna, on les appelle aujourd'hui des bâtisseurs. De la République. Oui, devenus très utiles à eux-mêmes et à la société parce qu'ils ont eu un encadrement adéquat. En fait, le problème, c'est l'encadrement. Comment nous encadrons ces enfants en famille, à l'école, dans la société? Comment l'État fait en amont pour prévenir toutes ces choses? Comment il prend en charge la famille? Comment il prend en charge l'école? Comment il prend en charge la société? C'est ça. Parce que tout ça est pris dans la gestion générale de la famille, la gestion générale de la société. C'est ça. Donc la sanction à elle-même, elle ne suffit pas en fait. La sanction, parce que l'infraction, elle est individuelle et tous ces enfants qui sont condamnés, la plupart, tous ne sont pas mineurs, d'autres sont des majeurs et donc sont responsables devant la loi. Est-ce que avec des majeurs, on peut également interpeller leurs parents? Mais tous les parents doivent être interpellés. Tout le monde est enfant. Donc vous pensez vraiment que, outre la sanction, ou bien avant d'arriver à la sanction, il faut d'abord inviter les parents, que les parents viennent, que l'on sache pourquoi vos enfants versent dans des actes de banditisme. Tout cela doit être fait au même moment. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème à la base, le problème qui est à la base des Koulouna, j'ai dit en famille, à l'école, dans la société, l'État n'aura pris les mesures nécessaires. Tant qu'on n'aura pas fait ça, les Koulouna ne finiront jamais. On va les prendre, on va les amener à Ngenga, on va les amener dans les prisons, mais d'autres vont être générés. Mais déjà, si avec l'application de la peine de mort, je crois que ça va un peu dissuader les récalcitrants, les récidivistes. Bon, mais là aussi, en parlant de la peine de mort, nous devons également nous dire des choses. La loi sur la protection de l'enfant, d'abord, refuse qu'on prononce la peine de mort pour les mineurs. C'est la loi congolaise qui dit qu'on ne peut pas prononcer la peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité pour des enfants mineurs. Bon, c'est vrai, il y a des majeurs, comme vous avez dit, il y a des majeurs. Oui. Oui, mais nous avons également ratifié beaucoup de lois sur les droits de l'homme pour la protection de la vie. Nous avons dit que l'homme, dans notre constitution de la RDC, il est dit que la personne humaine a droit à la vie. C'est un droit à la vie. Alors, il y a des choses sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord, sur lesquelles nous avons signé, qui sont dans notre constitution et que nous devrions également prendre en compte pour rester cohérents. Rester cohérents. Mais l'idée, c'est punir un criminel, parce qu'il a commis un crime, il doit être puni, mais dans le but de le sauver. Dans le but de le sauver. Justement, l'idée, ce n'est pas de condamner, dans le but de le sauver. De l'enterrer carrément, de l'éliminer, de le voilà. disparaître carrément. C'est comme la prison centrale de Makala, toutes les prisons, c'est les centres de rééducation. Mais ces personnes qu'on voudrait bien rééduquer, elles sont là pour faire des choses contre les citoyens qui les dénoncent, disant dès que je suis libéré, naozongelao. Donc ceux qui batikinga naozongelao. Vous voyez un peu que le mal est beaucoup plus profond. Non, ils ne peuvent que dire ça. Parce que c'est ce qu'ils sont. Il faut les prendre dans leur état tel qu'ils sont là. Mais il faut les aider à avoir une autre vision de la vie. Comment, M. Manuel, comment on peut le faire? Ce n'est pas la formation. Comment les bâtisseurs sont devenus bâtisseurs? C'est parce que là où on les a amenés, non seulement ils ont appris des métiers, mais il y a aussi des séances d'accompagnement psychosocial. Des histoires de médiation. Parce qu'il faut l'aider à comprendre c'est quoi la vie. Il faut l'aider à comprendre les voies pour vivre une vie normale. Les voies de trouver des solutions aux problèmes de la vie. Il y a plusieurs moyens de trouver des solutions. Ce n'est pas seulement tuer quelqu'un ou voler.
hein, pour avoir des moyens, pour avoir l'argent. Hein. On peut également produire, on peut vendre, on peut faire des choses. C'est-à-dire que c'est question d'accompagner ces enfants, les aider à avoir une autre vision de la vie, les aider à comprendre qu'ils peuvent encore, que la vie est devant et n'est pas derrière. Hein, qu'ils peuvent encore réussir, qu'ils peuvent encore aller loin. Un lavage de cerveau, carrément. Oui, justement, c'est ça, parce qu'ils ont acquis un certain nombre d'attitudes, de comportements et de pratiques en rapport avec l'environnement social dans lequel ils étaient en train de vivre. Mais au fond d'eux-mêmes, si vous allez au fond d'eux-mêmes, vous verrez que ce sont des enfants qui veulent être sauvés. Je peux citer un exemple. Hein. À l'entrée de musée à Kinshasa, à un certain moment, on a pris tous les enfants, qu'on appelait les enfants Kuluna, on les a amenés en scellé. Et nous avons été parmi les personnes qui étaient retenues pour aider ces enfants à voir la vie autrement. Et je vous assure, pendant 2 mois qu'on a accompagné ces enfants nous appelaient déjà papa, maman. Nous avons vu la lumière dans les yeux de ces enfants parce qu'ils ont trouvé des gens qui les aimaient, ils ont trouvé des gens qui les comprenaient, ils ont trouvé des gens qui les accompagnaient, qui les aidaient à voir la vie autrement. C'était une expérience extraordinaire. Ces enfants ont été épanouis, tu ne peux pas imaginer. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand on a mis l'argent dans le projet, les gens se sont rués sur l'argent et le programme n'a pas continué. Les enfants se sont retrouvés encore dans la rue. Et c'est devenu pire qu'avant. Oui, donc c'est ça quoi. Donc, mais si ces enfants-là sont dans de bonnes mains, je vous assure, ils peuvent être des enfants très très utiles à la nation et à eux-mêmes. Est-ce qu'il vous arrive d'approcher même ceux qui sont en détention au CPRK, vous les écoutez, ils avancent, quelles raisons, qu'est-ce qui les pousse à toucher, à prendre des machettes pour aller attaquer les paisibles citoyens? Non, plusieurs choses. Hein. Tu vois, c'est des personnes humaines qui ont des besoins. Et leurs besoins, ils ne savent pas comment trouver des solutions à leurs besoins. Et alors, ils cherchent des solutions faciles, mais des solutions bizarres, des solutions criminelles. Donc, c'est pour trouver de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi vivre, quoi. Alors, ils cherchent des chemins tortueux, des chemins qui ne sont pas des chemins de la vie. Et ils ne savent pas faire autrement. C'est ça. La plupart, quoi. Donc, on devrait maintenant faire suivre des éducateurs, faire suivre des psychologues, faire suivre des personnes, d'autres personnes, je vais dire des personnes qui sensibilisent sur les valeurs humaines, faire suivre ces personnes, même en milieu en détention, pour que lorsque ces personnes sortent de là, connaissent réellement cette rééducation. Est-ce qu'il y en a suffisamment pour faire ce suivi-là en milieu de détention, puisque vous évoluez quand même dans ces secteurs il y a bien longtemps? Non, ils existent, ces personnes existent, mais ils sont pas utilisés. C'est ça le problème. Parce que toutes ces actions de prise en charge des enfants, d'accompagnement des enfants, c'est des activités qui ne sont pas très prises en charge, qui ne sont pas financées. Et voilà. Donc, dans une certaine mesure, négligées par les pouvoirs publics. Négligées, justement. Négligées. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui regretter pourquoi ces enfants-là, lorsque certains sont libérés, retombent dans la récidive. Oui, parce qu'on n'a rien fait pour eux. On les a mis seulement en quarantaine pendant un temps. Mais là, et puis, ils n'ont rien reçu comme formation. En quarantaine, vous avez dit? Comme éducation, oui. Ça veut dire que pour qu'ils ne puissent plus être nuisibles à la société, on les met quelque part. Bon, mais quand il sort, il n'a rien changé, quoi. Il est resté le même. Quand il revient à la cité, il est le même comme il est entré. Donc, on ne l'a pas aidé suffisamment, quoi, pour qu'il puisse avoir une autre vision de la vie, qu'à la sortie de la prison, qu'il puisse avoir des atouts pour faire mieux, quoi. Il y a des prisons où on forme même les gens. Quand ils quittent la prison, ils sortent avec une formation et il devient utile après, quoi. Bon, donc, c'est aussi un problème, hein, le milieu carcéral.
On doit également voir qu'est-ce qui se fait là-bas, comment on peut... J'ai aimé ce que le ministre a dit, hein, qui veut humaniser les prisons de la RDC. C'est quelque chose de très bon, parce que c'est des personnes qui sont là, c'est des personnes humaines. C'est vrai, ils ont commis des crimes pour l'une ou l'autre raison, mais qui peuvent aussi devenir de nouvelles personnes et qui peuvent encore être utiles si ils sont bien encadrés et s'ils sont bien formés autrement. Donc, c'est ça. La vision, c'est celle de sauver. Sauver. Donner, oui. Accorder une chance, oui, à ces personnes-là d'être utiles à la, oui, société. Oui, parce que quelqu'un peut être mauvais aujourd'hui et demain devenir bon. Et celui qui était bon qui peut devenir mauvais demain. Les circonstances peuvent changer, ouais. Avoir de l'incidence sur la personne. C'est vrai, nous ne devons pas seulement nous mettre à être à l'aise dans nos conditions, parce que nous avons eu la grâce et la chance d'être pris en charge convenablement. Nous devons aussi avoir pitié de ceux qui n'ont pas eu la chance comme nous et voir comment les aider aussi à vivre une vie heureuse, une vie normale, quoi, une vie humaine. Et donc, comme pour dire, M. Emmanuel, lorsque je regarde un enfant Koulouna, je dois aller au-delà de l'acte qu'il commet. Oui, moi j'ai plutôt un sentiment de pitié. Trouver une personne qui fait des choses qu'il n'aurait jamais voulu faire dans sa vie. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des ceux-là, lorsque vous vous retrouvez en face d'eux, oh, petit Tianassé, alors tu lui donnes quelque chose. Ah non, oh, Mtunanga, non, oh, grande sœur à quartier, grand frère à quartier, Botikaï. Donc, à un certain moment, ils comprennent. Oui, c'est les gens qui comprennent. Si tu fais de leurs amis, ils ne te feront rien du tout et ils t'écouteront. Ah, viens Nabiso, ah, papa Nabiso, ah, maman Nabiso. Parce qu'ils trouvent quelqu'un qui les aime, quelqu'un qui les comprend. Ils ont besoin d'être compris. Nous sommes celui que nous sommes parce qu'il y a des circonstances qui ont fait. Si nous ne sommes pas dans ces circonstances, nous serons d'autres personnes. C'est ça, quoi. C'est ça leur message, quoi. Mais lorsque on veut, par exemple, les arrêter, certains sont protégés, on ne les dénonce pas, et certains fouillent carrément le quartier, ils reviennent 2-3 mois après, même un bouclage. Et c'est comme si en eux-mêmes aussi, ils ne sont pas prêts à se faire aider. Parce qu'à un certain moment, ils devraient aussi comprendre qu'ils doivent se faire aider. Et pour se faire aider, il faut se laisser peut-être aussi entre les bonnes mains pour espérer un changement. Mais ils ne veulent pas, ils fouillent. Ils veulent persévérer dans ça. Non, ils fouillent parce que... Et donc, il faudrait que la sanction aussi puisse être à la hauteur de ce qu'ils font pour les dissuader. La sanction, je suis pour la sanction. Celui qui commet un crime doit être sanctionné. Mais la sanction doit être dans le sens de le sauver, pas de le condamner. Il faut sauver les gens. Il faut sauver. Il y a des gens qui ont quitté la prison, mais qui sont devenus de grandes personnes. Parce qu'après la prison, ils ont appris des choses, ils ont compris le sens de la vie et ils sont devenus des grandes personnes. Parce que vous êtes en train de le dire, M. Emmanuel, il se prépare un festival de l'enfance dans le cadre de la célébration du 16e anniversaire de la loi portant protection de l'enfant. Lors d'une rencontre, j'ai entendu un responsable d'une structure, d'une ONG, disant qu'il était dans la rue. En tout cas, 1 ou 2 ou 3 personnes se sont levées pour dire, et 1 ou 2, 3 personnes se sont levées pour dire, nous étions dans la rue, nous avons été ramassés, nous avons été éduqués, nous avons été accompagnés, et aujourd'hui, nous mettons également ce qui nous a été donné à la disposition des autres. Ouais. Comme pour dire que tout n'est pas perdu. Non, tout n'est pas perdu. Tout est à sauver, et il y a moyen de sauver. Beaucoup de gens, même s'ils ne le disent pas, ils étaient comme les Koulouna, même si aujourd'hui ils deviennent des grandes personnalités. Mais hier, ils étaient des Koulouna. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, hein, ouais. Hein, dans une certaine mesure. Agressif. Mais avec le temps, avec l'encadrement, avec les circonstances de la vie, ils ont abandonné ce chemin et ils sont devenus de nouvelles personnes. Ouais. Donc l'idée, c'est mieux encadrer les enfants, en famille, à l'école, partout, hein, toute personne qui a la charge de l'enfant, qui puisse être sensible au bien de l'enfant, qui puisse être sensible au bien-être de l'enfant. Mais aussi, M. Emmanuel, mais cette histoire, c'est comme si ça manque aussi dans les écoles, les éducateurs. Est-ce que dans ces écoles de Kinshasa ou de la République, est-ce qu'on retrouve des éducateurs
outre les enseignants, est-ce qu'il y a des éducateurs ou bien des psychologues qui sont affectés dans des écoles pour aussi faire ces suivis-là? Parce qu'il y a quand même des faits répréhensibles qui se commettent aussi en milieu scolaire. Non, tu vois, le système scolaire, hein, déjà, nous avons dit aujourd'hui que notre système scolaire est à revoir. Parce qu'aujourd'hui, hein, un enfant intelligent au Congo, c'est celui qui a 80%, 90%. Au fait, l'intelligence, ce n'est pas en termes de pourcentage. L'intelligence, ce n'est pas... Quelqu'un peut avoir 50%, être plus intelligent que celui qui a 90%. Notre système d'évaluation, c'est un mauvais système, quoi. Parce que l'intelligence, hein, c'est la capacité de trouver des solutions aux problèmes. C'est ça l'intelligence. Aider l'enfant à trouver des solutions aux problèmes de sa vie. Lui doter des compétences nécessaires pour que devant un problème, qu'il puisse réagir efficacement. Donner une réponse efficace. Mais beaucoup d'enseignants aujourd'hui ne sont pas capables de faire cela. Il y a beaucoup de gens qui sont enseignants parce qu'il n'a pas trouvé du travail ailleurs et il veut être enseignant. Bon, mais il n'a pas l'agrégation d'enseignement, il ne sait pas enseigner, il ne connaît pas la psychologie de l'enfant, il ne connaît rien de tout ça, il vient enseigner. Comment il va donner des résultats? Il va enseigner comment? Parce qu'il ne connaît même pas la psychologie de l'enfant. Il ne connaît même pas la méthodologie d'enseignement. Il va enseigner pour enseigner, mais il n'aura pas de résultats, quoi. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Hein? Tout le monde enseigne, même s'il n'a pas la capacité, il devient enseignant. Et alors, tout ce qu'on raconte aujourd'hui, mais au moins une chose est certaine, c'est que quand on a fait les états généraux, on s'est rendu compte que l'enseignement est en baisse. C'est une réalité. Et il faut travailler là-dessus. Espérons que les résolutions, parce que généralement, on tient toujours des états généraux et puis les résolutions sont... On ne sait pas. La mise en pratique pose toujours problème. On ne sait toujours pas où est-ce que ça se retrouve. On cache ça dans des coffres et quand les pouvoirs changent, le régime change, d'autres qui viennent veulent aussi réaliser ou tenir leurs états généraux. Mais bon, écoutez, on accorde le bénéfice de doute. On y croit. Alors, M. Emmanuel, nous sommes en train d'étendre à la fin de cette émission. En tant qu'éducateur, en tant que psychologue, par rapport à ces phénomènes dits Kuluna, enfants Kuluna, qu'est-ce que vous pouvez donner comme proposition au gouvernement et ainsi qu'à tous les acteurs qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre pour des solutions efficaces et durables, puisque en tant que société, nous n'allons pas assister passivement à ce phénomène grandissant sans rien faire, puisque l'idéal, c'est que ces phénomènes cessent. Or, dans une société, il est également difficile de ne pas retrouver cela, mais quand même qu'il y ait baisse. Vous êtes éducateur, vous êtes chercheur, vous avez fait plusieurs études dans ce sens, certainement vous devez avoir quelque chose dans vos conclusions, qu'est-ce qui peut être mieux fait ou être mis en place, en exécution pour qu'on arrive ne fût-ce qu'à réduire, tant soit peu, cette criminalité grandissante. Bien, je crois que je partirai de quelque chose. On dit que l'enfant, les jeunes, c'est l'avenir du pays. Si cela est vrai, je pense que toutes les personnes qui ont en charge de l'enfant devraient être sensibles à ça. Ça signifie quoi? Si nous voulons avoir des bons citoyens, il faut que les familles soient des familles solides. Parce que si les familles ne sont pas solides, il n'y aura pas de bons citoyens. Et l'État congolais doit avoir une politique familiale qui permet effectivement aux parents une bonne prise en charge de l'enfant pour que quand ils ne font pas le travail, qu'ils soient capables de les interpeller. Parce qu'il leur a donné les moyens nécessaires pour que les enfants soient de bons citoyens congolais et qui ne font pas le travail, qu'ils soient capables de les interpeller. Donc l'État doit avoir une politique qui permet en amont
d'avoir des familles solides. Et aussi, partout où l'enfant est pris en charge, l'État devrait être très attentif. À l'école, par exemple, qu'est-ce que l'on donne à l'enfant? Le problème, ce n'est pas le nombre d'enfants qui vont à l'école, c'est la qualité de ce que ces enfants reçoivent à l'école. Parce que si la qualité est bonne, ça les aidera à être de bons citoyens. Mais si la qualité n'est pas bonne, ce ne sera pas bénéfique pour ces enfants, ni pour la nation. Donc l'État devait être très regardant, et quand les lois prennent des lois en rapport avec l'enfant, qui s'assure que ces lois sont mises en pratique. Que ce ne soit pas des formalités ou des lois qu'on a émises, nous avons des lois, mais que l'État devrait être très regardant. Est-ce que c'est mis en pratique? Est-ce que l'enfant congolais est bien pris en charge comme il se doit? Parce que si cela est fait en amont, il y aura moins de koulouna, il y aura moins de phénomènes de banditisme, on aura beaucoup d'enfants qui vont développer les compétences psychosociales bonnes pour une vie paisible, des enfants qui vont développer la culture de la paix, la culture de l'amour, la solidarité, qui vont aimer leur pays. Tout ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui les ont aidés à développer ces compétences-là. Et l'État doit être très, très regardant pour voir est-ce que ces choses sont mises en pratique. Est-ce que l'enfant est bien pris en charge dans toutes les structures qui ont la charge de l'enfant. Je crois que si les parents sont attentifs, l'école est attentive, si l'État est attentif à l'enfant, je pense qu'il y a moyen d'avoir demain des bons enfants et d'avoir des criminalités moins virulentes qu'actuellement. Et à toutes ces personnes qui pensent que pardonner ou accorder la chance de vie à ces enfants serait une grosse erreur parce que qui tue par l'épée devrait normalement mourir aussi par l'épée. Ils disent, vous les activistes des droits de l'homme, vous êtes là seulement pour défendre ces enfants Koulouna, pendant que eux frappent à la machette et vous êtes là pour les défendre, tout ça là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui pensent comme telles? Vous savez que si chacun de nous n'avait pas une deuxième chance, personne n'existerait. Parce que si chacun de nous regarde dans sa vie, il verra que quelque part, c'est parce qu'on lui a donné une seconde chance qu'il a réussi la vie. Parce que chacun de nous, quelque part, a des faiblesses. Chacun de nous, quelque part, a fait mal. Mais c'est parce qu'on lui a donné une chance, c'est parce qu'on lui a pardonné qu'il est allé plus loin et que la vie est devenue plus belle. Merci beaucoup, Emmanuel Baroumé. Je crois que ça aura été là votre mot de la fin pour aujourd'hui parce que nous sommes déjà à la fin, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter. Non, j'ai dit seulement merci et avec espoir que l'enfant congolais sera bien protégé, il sera bien pris en charge parce que nous avons besoin de bons enfants congolais pour un Congo demain meilleur. Merci beaucoup. Je crois que ça sera les questions qu'on pourra aborder lors du festival qui sera organisé par plusieurs structures engagées dans la protection de l'enfant, les psychologues, les juristes, les magistrats, tous ceux qui sont impliqués dans la protection de l'enfant, je crois. Ce festival sera organisé au mois de février, si je ne m'abuse. Nous reviendrons avec plus d'amples détails sur la tenue de ce festival. Mesdames et messieurs, je recevais pour vous Monsieur Emmanuel Bourama Kaloumé, qui est activiste des droits de l'homme et responsable de l'ASBL Service Central Éducation à la vie. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir accordé de votre attention. Je vous souhaite une très, très bonne année 2025. Merci à vous tous qui aimez Écho du Palais, ici et ailleurs. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée. Je vais vous retrouver prochainement avec un autre numéro et ce avec le même plaisir. Au revoir.